Débuter celle-ci. La parole est à Monsieur le Président André Chassaigne pour le groupe Gauche démocrate et républicaine pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, chers collègues, voilà 25 ans qu'ont débuté les négociations sur l'accord de libre-échange dont nous parlons aujourd'hui. 25 ans d'opacité pour arriver aujourd'hui au même deal mis au frigo il y a 6 ans. Un accord d'un autre temps, d'un autre siècle, où le mythe néolibéral faisait encore rêver, où les vertus de l'expansion du commerce international étaient censées balayer toutes les craintes. Un siècle où la souveraineté alimentaire restait pour beaucoup un mot tabou. Un siècle surtout où la mesure du défi climatique et environnemental n'avait pas encore suffisamment pris corps dans nos sociétés. Quel constat faisons-nous un quart de siècle plus tard? D'abord, que les fondamentalistes du marché sont toujours au fourneau de la Commission européenne, que les mêmes chefs aux 12 étoiles nous mijotent les mêmes mets, avec les mêmes ingrédients, dans les mêmes casseroles, usant et abusant de la compétence exclusive qui leur a été transférée en matière de négociation commerciale avec l'adoption à marche forcée du sinistre traité de Lisbonne de 2007. Le constat aussi que pèsent si peu dans les orientations européennes les millions de tonnes de CO2, les millions d'hectares de déforestation supplémentaires de notre mère la Terre, les impacts sociaux et sociétaux inhérents au modèle de production intensif guidé par la seule rentabilité financière. Si ces accords sont aujourd'hui si contestés, c'est qu'ils sont aujourd'hui totalement dépassés au regard des grands défis humains et environnementaux du XXIe siècle, qui devraient guider toute l'action politique de nos États et a fortiori de l'Union européenne. Contrairement à l'habile communication qui accompagne leur promotion, ces traités n'ont pas pour objectif de construire des coopérations que nous souhaitons les faire, mais répondant aux défis climatiques, environnementaux, sociaux et en matière de paix mondiale. À l'opposé, ces traités portent des logiques dangereuses d'abaissement des droits et des normes, puisque leur socle est figé sur la tyrannie de la compétitivité-prix, sur la baisse des coûts de production, sur la concurrence des systèmes productifs et des travailleurs du monde entier entre eux. L'obsession que porte la Commission pour la conclusion d'accords de libre-échange s'inscrit dans une continuité idéologique. Elle fait suite à l'échec des négociations multilatérales du cycle de Doha au sein de l'OMC et aux impasses successives à l'adoption des traités multilatéraux comme l'accord sur le commerce et les services TISA. Je me dois de le dire aux repentis du tout marché de cet hémicycle, comme aux nombreux agriculteurs et éleveurs qui suivent nos débats aujourd'hui et s'insurgent à juste titre contre cet accord, les concurrences déloyales et l'ajustement sur les prix et les marchés mondiaux sont le fruit d'un capitalisme mortifère supposé bienfaiteur de l'humanité. Nous le savons tous. Les conséquences agricoles et alimentaires de cet accord sont majeures. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur la totale contradiction entre son contenu et l'impérieuse nécessité européenne de protéger notre agriculture durable? Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur l'insupportable image que donne l'Union européenne à ses producteurs en autorisant de fait l'importation de toujours plus de produits non conformes aux exigences réglementaires qu'elle leur impose elle-même? Que dire des 99 000 tonnes équivalent carcasses de viande bovine à droit de douane quasi nul, des 25 000 tonnes de porc et 180 000 tonnes de volailles sans droit de douane, autant de tonnages qui se cumulent avec ceux des différents accords déjà signés et de la dizaine en préparation. Que dire des productions végétales pour lesquelles quasiment tous les produits phytosanitaires interdits en Europe sont autorisés en Amérique du Sud? Stimulateurs de croissance, produits phytosanitaires,
poursuite de la déforestation, absence de traçabilité de moyens réels de contrôle, bilan carbone, un inventaire à la Prévert de ce qu'il ne faudrait pas faire. Cet accord est une imposture agricole et alimentaire qui méprise nos agriculteurs et nos éleveurs. Il vide le sens même de leur travail, puisque sa seule justification est un bon troc pour d'autres secteurs comme l'automobile. C'est l'accord appelé dans les couloirs de Bruxelles « viande contre bagnole », si possible allemande, faisant de l'agriculture une simple variable d'ajustement. Mais je le dis aussi, on ne peut pas réduire les motifs d'opposition à cet accord aux seules conséquences dramatiques pour notre secteur agricole. Ces implications vont bien au-delà, à commencer par le caractère antidémocratique de ces négociations. Leur secret et l'impossibilité d'accéder au contenu des échanges entre parties et aux documents clés constituent une véritable injure aux valeurs démocratiques que prétend porter l'Union européenne. Comment voulez-vous que les citoyens aient confiance dans des institutions qui mettent toute leur énergie à cacher les faits en s'abritant derrière une forme de secret des affaires transposé dans le domaine de l'action publique? Non seulement la Commission a renié depuis longtemps, sous la pression des multinationales et de certains États, la promesse d'une nouvelle génération d'accords, incluant des engagements sociaux et environnementaux, mais elle a mis tout en œuvre pour tenir les citoyens et leurs représentants élus le plus éloignés possible du contenu de ces négociations. Cacher, avancer et faire adopter de force. Voilà le triptyque de la Commission qui en dit long sur sa conception de la construction européenne. Mais n'est-ce pas en réalité une vieille volonté conservatrice qui s'exprime ainsi, masquée aux yeux du plus grand nombre les affaires qui les concernent le plus, refuser obstinément que les peuples éclairés puissent agir pour construire leur destin commun sur d'autres bases que la compétition économique et financière? La plus grande peur de la Commission n'est-elle pas de voir les Européens jugés sur pièces et tous les corps vivants de la société civile, que sont les syndicats, les associations, les ONG, la presse, ouvrir l'indispensable confrontation démocratique dans le débat public? Je le dis avec une forme de solennité, mes chers collègues. Ce contresens démocratique et politique n'est plus tenable. Alors que le péril climatique s'avance, que la lumière est faite sur les désastres environnementaux et sanitaires de nos modes de production, que le monde a soif de justice et de coopération, n'amplifions pas le désastre sur l'autel de quelques intérêts égoïstes. Je vais être franc. Comme je ne suis pas un perdreau de l'année, je ne suis pas convaincu que la France ira jusqu'à bloquer cet accord. Est-elle prête à faire usage de son droit de veto au Conseil européen, je dis bien son droit de veto? Est-elle prête à refuser tout découpage de l'accord en deux parties, l'une politique, l'autre commerciale, qui ouvrirait la possibilité d'une adoption sans le vote des parlements nationaux? Mesdames les ministres, chers collègues, notre débat et le vote qui va suivre doivent avant tout faire preuve de clarté. Clarté sur ce que veut la France. Clarté sur ce que cherche réellement l'exécutif. Clarté sur nos impératifs pour réorienter la politique commerciale et de coopération de l'Union européenne. Sur ces 3 points, et en l'absence de texte gouvernemental, c'est quand même le comble, je ne suis malheureusement pas convaincu par vos propos, mesdames les ministres. En concentrant l'essentiel de sa critique sur les conditions qui permettraient un accord en prenant en compte les engagements de l'accord de Paris, le gouvernement valide le fond des politiques de libre-échange, d'autant plus qu'une simple annexe au texte, un appendice sur cette garantie, ne pourrait pas être soumis à des sanctions. Est-il utile de vous rappeler que ce gouvernement bloque toujours le vote définitif sur le CETA? Est-il utile de vous rappeler que le 30 mai dernier, à l'initiative des députés communistes et du groupe GDR, nous avons adopté très largement, ici même, une résolution demandant le retour devant notre Assemblée du projet de loi de ratification du CETA? Cet autre accord de libre-échange, tout aussi antidémocratique que l'accord avec le Mercosur, dont l'entrée en vigueur de façon provisoire dure depuis 8 ans sans ratification. Aussi, si le vote qui va suivre, ce débat doit être utile. Ce vote ne doit pas seulement
déplorer les conséquences de l'accord l'Union européenne-Mercosur dans l'état actuel, comme vous l'avez répété, tel que l'envisage la Commission. Ce n'est pas seulement pour vous permettre de disposer d'une forme d'unanimité derrière vous, pour faire pression sur la Commission et faire mine d'obtenir des garanties climatiques en carton. C'est pour lever ce vote, l'ambiguïté de la position française sur son rejet ferme et définitif de cet accord. C'est sur ce chemin de la raison que les députés communistes et du groupe GDR demandent que notre pays s'engage avec force et détermination. Notre vote ne peut pas se limiter à un simple acte de soutien. Il doit avoir pour fondement la clarté de vos engagements qui nécessitent de lever toutes les ambiguïtés de la position française et je pense que vous répondrez à mes propos après ce débat. Merci, Monsieur le Président. La parole est à présent à Monsieur Vincent